Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, à l'IHU, dans votre bureau. On a énormément de questions à vous poser et ce soir on va tout mettre sur la table. Commençons par l'épidémie, si vous le voulez bien. Tout le monde constate que la courbe s'aplatit, mais vous dites l'épidémie, c'est fini, c'est terminé, elle est derrière nous. On comprend que vous êtes sceptique sur notre capacité aujourd'hui à tester encore. Je vois, si vous voulez, ici, pour pouvoir travailler, il n'y avait pas. Honnêtement, pour pouvoir travailler ici, il a fallu importer des gants dans des conditions acrobatiques, des masques dans des conditions acrobatiques, des blouses dans des conditions acrobatiques, parce que le pays ne pouvait pas les fournir. Donc c'est pas seulement une question de test. C'est-à-dire, nous n'étions pas, et ça pose une question qui est bien au-delà de nous, c'est puisque nous n'avons plus de manufacture en plus, on doit compter sur la Chine ou sur l'Inde pour pouvoir nous donner des médicaments, des vêtements, des gants, des masques, parce que nous ne les produisons pas. C'est-à-dire que on n'a plus d'autonomie et on n'a pas de stock. Et donc, c'est pas seulement les tests. Les tests, ils existent pour dire la vérité. On pouvait faire des quantités de tests. J'ai eu une discussion très marquée avec Delfrécy à ce sujet, parce que il y avait, par exemple, les laboratoires vétérinaires ont écrit à tout le monde en disant, nous, on peut faire des dizaines de milliers de tests, et nous, ils nous ont donné de quoi faire des milliers de tests ici, ils nous ont donné. Ils ont dit, écoutez, problème d'organisation de l'État et de la machine d'organisation, de décision, et puis de mettre les objectifs. Je crois ça, peut-être je suis une famille de militaires, il faut mettre les objectifs avant de se poser la question des moyens. On met les objectifs et ensuite on essaie d'ajuster les moyens. C'est ce que De Gaulle disait quand il disait l'intendance suivra. Alors, l'intendance doit suivre les objectifs et pas les objectifs ne doivent pas suivre ce que l'on croit être l'intendance, ce qui n'est pas l'intendance, mais ce que l'on croit être l'intendance. Alors je reviens à la situation d'aujourd'hui. Vous pensez que l'épidémie, même si vous dites en premier, je ne sais pas, mais on a des raisons de croire que l'épidémie est derrière nous. Est-ce que ça signifie pour vous, le gouvernement a une décision à prendre là en fin de semaine, sur la deuxième phase du déconfinement, qu'on peut se permettre de déconfiner un peu plus largement ? Vous savez, je ne me suis jamais prononcé sur le déconfinement en termes de décision politique. Globalement, pas d'ailleurs. J'ai évité de me prononcer en termes de décision politique parce que les décisions politiques sont multifactorielles. Il n'y a pas que la transmission ou les virus dans la décision politique. C'est une partie de la décision politique. Le confinement, moi, la chose dont j'avais le plus peur, que j'ai exprimé à plusieurs reprises, ce qui explique probablement, si vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre, ce que je pense, c'est que ce dont j'ai eu le plus peur, c'est de la peur. J'ai peur de la panique. Profondément. C'est l'histoire de ma famille. Ma famille a vu la débâcle, si vous voulez, avec terreur, voir 11 millions de gens partir sur les routes de terreur. Si vous voulez. Et donc, je pense que la peur, il y a eu plus de gens qui sont morts dans la débâcle que de gens qui sont morts dans la première partie de la guerre. Plus que de soldats. La peur est terrible. Et donc, si le confinement a aidé à gérer la peur, alors c'était une très très bonne décision politique. Je ne le sais pas. Alors, là, oui, là, il y a une surmortalité. Alors, la chloroquine. Ouais. Dernière décision en date, le Haut Conseil de la Santé publique, arrêt de la prescription de votre traitement pour les formes graves dans les hôpitaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre traitement, hydroxychloroquine, plus cet antibiotique qu'on appelle l'azithromycine, combinaison des deux, était jusqu'à présent autorisé dans les hôpitaux uniquement en cas de forme grave. Là, le Haut Conseil à la Santé publique vient de dire ce n'est plus autorisé dans les hôpitaux pour forme grave. Votre traitement, quelle est votre réaction ? Si vous voulez, comme il n'y a plus de malades, ça ne me touche pas beaucoup. Hein, pour la vérité. Donc, ça aurait été plus gênant il y a un mois, si vous voulez, parce que ça nous aurait bien... Enfin, c'est un désaveu. Non, mais encore une fois, vous savez, les mondes dans lesquels on est sont différents. Moi, mon monde, si vous voulez, ne se limite pas ni au périphérique parisien, ni même à l'Hexagone. Vous savez, je suis né... Pour vous, le Haut Conseil à la Santé publique, c'est le périphérique parisien ? Non, mais c'est une opinion comme une autre. Si vous voulez, je m'en fiche un peu. Théoriquement, c'est l'élite scientifique ou médicale française sur ces questions-là et qui émet des jugements. On a besoin de jugements, on a besoin d'appréciation. Écoutez, je suis pas sûr que... j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire. Je suis pas sûr qu'il y ait une science française. Vous voyez, je crois pas ça. Je crois que la science est mondiale. Je pense que les réflexions sont mondiales.
Et donc, Mais l'OMS vient de décider même de se suspendre là. Pardon. Oui, l'OMS disait début mars que le médicament du Covid, c'était le Remdesivir, qui avait été testé dans aucun pays. Seulement, ça vous ennuie pas que l'OMS dise des bêtises sans arrêt, mais moi, ça vous ennuie. Mais personne. L'efficacité. Vous dites, cette étude-là n'est pas valable. Pourquoi? Sur l'efficacité. Si vous voulez, il y a eu, je crois très précisément, parce que l'analyse des publications dans notre métier, c'est ce que je passe ma vie à faire. Donc j'ai une expérience de ça. Donc vous les prenez au sérieux? Non, je les prends au sérieux quand je les ai lus. Donc pour vous mettre en phase avec le Lancet et le New England, je pense, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que dans une conversation, le directeur du Lancet, qui est Richard Horton, discutait avec l'ancien directeur du New England Journal of Medicine, qui disait que plus le temps passait, moins ils étaient capables de faire de la science, et que ça s'éloignait de plus en plus de la science du fait des pressions qui sont colossales autour de la recherche médicale. Les financements annexes de la recherche médicale deviennent trop puissants. Et y compris les méthodes d'analyse sont des méthodes qui sont guidées honnêtement par le désir de continuer à vendre des médicaments dont on n'est pas sûr qu'on ait réellement besoin pour augmenter notre espérance de vie. Il y a une question de fond. Enfin, ça, c'est une manière de délégitimer toute la recherche qui va vers des publications. Non, parce que dans les publications, il reste encore une fois des publications qui sont des publications qui sont des publications d'observation qui sont faites par les gens eux-mêmes qui les observent, ou des publications qui n'ont pas de biais spécifique. Je vais vous donner deux exemples qui sont très précis. D'abord, effectivement, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée, comme on dit. Non, détrompez-vous. Les gens, ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non. Détrompez. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi, je suis pas de la partie. Moi, je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? À Marseille, je suis certain que vous avez un taux record. En France, faites-les les sondages. En France, les gens se posent la question. Faites les sondages. Regardez, moi je les ai vus, les sondages d'Odexa. Je les ai vus. Donc, mais est-ce que c'est une raison pour clore le débat, quand bien même les gens seraient derrière vous? Non. Les gens comprennent ce que je fais. Ils ne comprennent pas, et vous ne le comprenez pas non plus. Vous utilisez des mots que les gens utilisent, randomisation. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire vraiment. D'accord? Moi, je le comprends. Je sais ce que c'est mon métier. Alors, pardonnez-moi, je parle plus simplement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris un groupe témoin placebo et un groupe témoin avec votre traitement? Vous savez quel est notre taux de mortalité ici? Sur 4000 patients traités, vous avez eu combien de 0,5% de mortalité. Est-ce que c'est pas le taux de mortalité général, à peu près? Non, vous rigolez. Vous avez vu à Paris ce que c'est la mortalité? Alors, à Paris, dans le Grand Est, certainement. Mais dans les régions qui ont été peu touchées par le virus. Non, mais nous, on a été très touchés. Il y a eu beaucoup de cas ici qui se sont racontés. Testés. Mais au final, le nombre de morts, qu'on les teste ou pas, c'est un indicateur. Avec le recul, bien sûr, puisque c'est à 5 ou 6 semaines. Oui, non, bien sûr que c'est un indicateur. Et les Alpes-Maritimes ont moins de morts qu'ici, rapportés à la population. Bien sûr, mais encore une fois, dans les épidémies, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, l'urbanisation, encore une fois, c'est une maladie de l'écosystème, donc le degré d'urbanisation est un élément, c'est le degré de population dans une ville donnée. Donc nous, on a un degré d'urbanisation ou de densité de population qui est comparable au Rhône, par exemple, hein, donc qui est un bon comparateur. Hein. Mais encore une fois, il s'est passé quelque chose en région parisienne. Dans l'Île-de-France, par l'Île-de-France, il y a eu plus de morts avec la même population qu'à Wuhan, quand même. Donc, il y a une question, quand même. Et le confinement n'a pas été le même. Il a été plus tardif, il a été moins drastique. Non, mais moi, je suis content de m'expliquer la médecine, mais globalement... Non, pardon, encore une fois, je donne les arguments. Non, mais je vous remercie. C'est intéressant. Généralement, c'est ce que je dis quand mes étudiants me disent une bêtise, je leur dis c'est intéressant. Donc, c'est intéressant. Donc, mais globalement... carrément des bêtises. Le résultat des courses, moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. C'est pour ça qu'on a des difficultés à se comprendre. C'est parce que les gens... Et vous, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui sont malheureusement à la prise de décision, si vous voulez, se trouvent dans une situation dans laquelle ils confrontent des opinions ou des travaux en ne sachant plus lequel choisir des deux. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je rapporte ce que je fais, mais parce que je le fais, je sais bien ce qui se passe ici. Mon objectif principal, d'abord, dans cet épisode-là, parce que j'estime que j'y étais vraiment prêt, que j'avais organisé cet institut pour le faire, c'est d'essayer de traiter le mieux possible les gens dans la situation dans laquelle ils étaient là. C'est moi terminé. Le juge de ça,
C'est pas vous, c'est pas le gouvernement, c'est pas la presse, c'est les malades. Les malades, je peux vous dire que je n'ai pas de problème avec eux, il n'y a pas un malade qui portait plainte contre moi. Laissez-moi terminer. Il y a beaucoup de familles de malades qui ont porté plainte contre beaucoup de gens. Et ça va être compliqué. Pas contre moi. Donc les malades, ce que vous racontez, c'est pas inintéressant, mais moi je peux vous dire le nombre de centaines de gens qui sont venus de Paris pour pouvoir se faire tester et éventuellement traiter ici. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première partie de mon métier. Moi, j'ai plusieurs métiers. Et c'est le cas. Donc pour l'instant, je suis très serein avec moi-même. Moi, je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je m'excuse. Je suis content si vous me trouvez très bien, mais en réalité, ça change pas ma vie. Vous voyez. En réalité, l'estime que j'ai de moi, bien entendu. Pendant 15 ans, les gens disaient qu'on s'était trompé, qu'on avait contaminé, que c'était pas vrai. Maintenant, tout le monde utilise notre méthode, qui était d'utiliser les dents plutôt qu'utiliser les taux. Tout le monde est d'accord avec nous. J'ai la BBC qui est venue ici me dire que je mentais. Qu'est-ce que je m'en fiche? Vous croyez que ça me touche? On joue pas sur la même distance de temps. Non, mais vous êtes un scientifique, vous parliez du passé, vous êtes un scientifique reconnu, un virologue reconnu dans le monde entier. J'ai deux questions, on va pas utiliser l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est pas, faites pas de raccourcis. J'essaie de vous expliquer les choses comme si je pouvais vous les expliquer. J'arrive à les expliquer à mes étudiants, vous devriez pouvoir suivre. Donc la première chose, c'est celle-là. Il se passe quelque chose. Vous savez, moi j'ai trouvé plus d'un tiers des microbes qui infectent l'homme quand même. Hein. Donc je vois ce que c'est le niveau de compétition. Et je le vois monter avec beaucoup de... Les seuls qui aient des séries soient comparables aux nôtres, c'est eux. Les seuls qui aient des gestions dans lesquelles il y a une innovation dans toute cette maladie. Vous savez, les seuls qui aient innové, c'est les Chinois et c'est nous. Il faut dire la vérité. Au Conseil scientifique, parce que vous avez été nommé au Conseil scientifique, vous en êtes parti en disant le consensus, c'est pétainiste. Quand vous avez des formules comme ça, c'est vrai. Vous cherchez forcément la polémique, non, vous cherchez forcément la lumière d'une certaine manière. Je n'ai pas dit. Attendez, vous confondez deux choses. Le consensus, c'est pétain. Vous confondez deux choses parce que, encore une fois, vous êtes dans votre métier. Vous confondez le désir de polémique ou l'acceptation de la polémique et la recherche de la notoriété. Je cherche absolument pas la notoriété. Alors, je vous assure, j'en suis même, c'est pesant. La polémique, au contraire, j'ai jamais dit que je voulais pas de polémique. Écoutez, j'adore le conflit intellectuel. Je pense même, il n'y a pas de science sans conflit intellectuel. Là, ce qui vous surprend, moi je fais beaucoup depuis 20 ans je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire histoire des sciences, j'écris sur l'histoire des sciences. Il n'y a pas de progrès scientifique sans polémique. Si vous n'êtes pas dans une polémique scientifique, c'est que vous ne faites pas de science. Pétain, on n'est pas dans le scientifique. Non. Ce qu'il y avait de commun avec Pétain, si vous voulez, ce qui était une analogie avec Pétain, moi je dis ça parce que j'ai une famille de guerriers et de résistants, donc de la première heure, donc de 40. Donc j'ai été élevé avec ça. Donc on me racontait ça, mon père et mon grand-père passaient leur vie à me raconter ça. Ma grand-mère était déportée à Ravensbrück. C'est des choses qui ont marqué ma famille. Hein. Pour la résistance, hein. Donc j'ai été élevé comme ça. Et donc Non, on comprend le fond de votre pensée. Le grand nombre n'a pas forcément raison. Non seulement ça, mais si vous voulez, le défaitisme, c'est-à-dire on peut pas faire les tests et donc on va rien faire, on va dire aux gens, vous restez chez vous, on vous teste pas, on vous soigne pas et attendez que ça passe en prenant de Doliprane, pour moi, c'est la même chose que 40. Donc je pense ça comme ça, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire et donc on se rend, c'est ce que l'on pense. Et donc vous avez bien compris, c'est pas mon côté. Donc ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai dit aux uns et aux autres, je leur ai répété. Donc je pense, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour le combat, je suis pour essayer de trouver les moyens. Je pense qu'il faut essayer de faire pour le mieux comme on fait ceux qui ont réussi à maîtriser les choses. Et donc, je fais ça. Et donc, ça m'est égal. Parfois aussi, quand on vous a interrogé sur vos cheveux longs, votre barbe, que vous n'aviez pas il y a une dizaine d'années, vous avez dit aussi, j'ai lu ça, c'est pour les emmerder, c'était vos mots. Qui les emmerder? Mais y compris vous, qu'est-ce que vous vous intéressez à des bêtises? Enfin, je m'excuse. Ça fait partie de votre personnage, professeur. Non, mais vous vous intéressez vraiment à des bêtises. Vous voyez bien. Enfin, si ça peut vous emmerder, je suis content. D'ailleurs, parce que franchement. Moi, ça m'emmerde pas du tout. Non, mais franchement, vous vous intéressez à des bêtises. Ça me regarde. J'ai mes propres raisons. Je vous les ai montrées en cachette. J'ai mes propres raisons. Voilà, et la raison de la barbe, je vous la dirai pas, mais j'ai mes propres raisons. Et honnêtement, si vous imaginez que ça m'intéresse, vous avez bien vu, j'ai refusé de me faire maquiller, je m'en fous. Donc, ça m'est égal. Donc, accordez votre honneur. C'est pas mon problème. Donc ça, on a compris. C'est pas bon. Pas de politique. Sauf que, alors, vous avez donné votre accord pour participer à une revue qui s'appelle Front Populaire, autour de Michel Onfray notamment, et qui clairement entend défendre un nouveau discours, un discours populiste, et c'est pas un terme désobligeant. Et comme vous pourfondez facilement les élites, les Parisiens, est-ce que vous vous inscrivez, vous, dans cette mouvance-là d'idées? Non, écoutez, alors je vais vous faire un aveu terrible, je ne pourfends pas du tout les élites. C'est que nous n'appelons pas les élites la même chose. Enfin, vous n'êtes pas sérieux. Parisienne, vous les pourfendez?
Non, ce que je pense, c'est que Paris a une espèce de... Le Paris actuel, hein, qui n'est pas le Paris ancien, où il y a de très grande gloire, y compris dans la famille. Le Paris actuel ressemble au Versailles du XVIIIe siècle. Ce que vous vivez, ça ressemble beaucoup à Saint-Simon. Si vous lisez Saint-Simon, vous verrez, ça ressemble beaucoup. Ces espèces de chuchotements, de babillage, d'excitation par qu'est-ce qui s'est passé. Hier, la marquise disait ceci, peut-être le roi a couché avec un tel. Oui, c'est un monde, pour moi, c'est un microcosme qui est déconnecté de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est mon avis, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le perçois quand je vais. Ça me gêne, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. Donc c'est autre chose. Je n'ai rien contre l'élite. Au contraire, je suis extraordinairement élitiste. Je pense que moi, je fais partie de l'élite. C'est affreux. je m'excuse de vous dire ça. Ah, au contraire, je pense que vous avez un problème profond, un très grand problème, c'est que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le degré de performance dans l'analyse scientifique que vous avez probablement dans l'analyse politique. C'est dans l'analyse politique, je pense qu'il y a de très bons journalistes politiques, c'est mon impression, c'est une impression assez lointaine. Hein. Dans l'analyse scientifique, si vous voulez, je vois bien que vous êtes